quels sont les risques, les TTIP en anglais, donc, quels sont les risques et chances pour l'Union européenne et à quel niveau on va valider ça? Donc, qui veut, Madame Guillaume? Donc, avoir un accord international n'est pas critiquable en soi. Le contenu, la nature de ce qui s'y dit et la forme de ce qui s'y dit, par contre, a son importance. Sur la forme, je crois qu'il faut être très clair. Pendant très longtemps, ça a été une totale opacité, aucune transparence dans les discussions. Seuls les coordinateurs de chaque groupe dans la commission INTA pouvaient aller dans une pièce obscure, presque, sans téléphone, sans stylo, pour aller regarder ce qui s'y disait. On a demandé plus de transparence, obtenu quelques avancées, ça n'est pas fini, mais le but supplémentaire de rendre ceci totalement public et ouvert auprès des citoyens n'est pas encore réalisé. Donc il y a cette question de la modalité qui est parfaitement critiquable. Et ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on met dedans. Et est-ce que les normes sanitaires, est-ce que les normes sociales, est-ce que un certain nombre d'interdits pour ce qui nous concerne, en tout cas dans mon groupe, et je sais que c'est partagé, sur certains modes de vie, sur certaines façons de javeliser certains volatiles, est-ce que ça, on en veut ou pas? Notre réponse, nous, c'est non. Donc si ces lignes rouges dans la discussion sont franchies, pour nous, la réponse sera claire, elle sera non. Et beaucoup d'opacité. Il y a eu une évolution, mais elle n'est vraiment pas au niveau. Le problème, c'est qu'on veut supprimer les taxes douanières, ok, sauf que vous savez qu'on a un régime très différent au niveau de l'Union européenne et des États-Unis. Je vais vous prendre des exemples très concrets. Ce matin même, j'étais en commission et c'était sur la réglementation REACH, c'est-à-dire c'est une réglementation qui protège les consommateurs européens par rapport aux substances chimiques. Le système européen, c'est un système qui est basé sur le principe de précaution. C'est-à-dire toute entreprise, avant qu'elle sorte un produit, elles doivent le faire enregistrer à une agence européenne, qu'on appelle l'ECHA, et en fonction des études sanitaires et environnementales, soit le produit est interdit, soit il est mis sur une liste qu'on appelle de restriction ou d'autorisation, ou soit il y a le feu vert. Vous voyez, s'il y a des études qui sont suffisamment problématiques par rapport à des études de danger, même si on n'a pas l'ensemble des données, vous voyez, on pratique une autorisation, une restriction ou une interdiction. Le système américain, c'est toute entreprise met sur le marché des produits, il y a une espèce d'agence qu'on appelle TOSCA qui dit on va vérifier le produit, ils mettent 25 ans pour certaines molécules pour l'interdire, et ils l'enlèvent qu'à partir du moment où les risques est avéré. C'est-à-dire qu'il y a toutes les études qui montrent qu'il y a des centaines et des milliers de morts. Donc on est sur deux systèmes complètement différents. Donc de deux choses une. Nous on est opposés, mais alors 100%. Quel avantage? À qui profite le crime? Non, on ne veut pas TAFTA. On a gagné sur ACTA, il faut qu'on gagne tous ensemble sur TAFTA. Je peux vous dire que dans les négociations qui sont faites au niveau national, je suis frappée de voir que la société civile est toujours restée inerte. Donc je demande simplement qu'on pose cette question dans toute son ampleur. Et que si la société a envie d'avoir un peu plus de transparence, qu'elle le dise, que d'un autre côté, vous tous citoyens, vous acceptiez aussi que peut-être que pour aller négocier, il ne faut pas que les négociateurs, qu'ils soient français, qu'ils soient européens, abattent toutes leurs cartes. Si en définitive, on donne des arguments au Congrès des États-Unis, on donne des arguments aux réseaux sociaux américains, parce que nous avons... Non mais monsieur, c'est important. Si vous abattez... Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des négociations internationales, c'est un jeu qui est extrêmement compliqué et dans lequel vous avez intérêt à ne pas, par exemple, afficher ce que vous n'êtes pas complètement prêt à accepter. Sinon, il n'y a pas d'espace de négociation possible. Ou alors, ça veut dire qu'on ne veut pas de négociation. Ça, c'était une première remarque, et c'est un choix qui peut être légitime. Cela dit, si on ne fait pas de négociation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a en ce moment entre les États-Unis et la Chine, et c'est malheureux, et je ne décris pas cette évolution comme positive. Je dis simplement qu'on a essayé d'avoir un système multilatéral qui s'appelait l'Organisation mondiale du commerce, où on avait à la fois les pays développés, les émergents, les plus pauvres, etc. Ça marchait plus ou moins bien. Maintenant, on a des négociations séparées. Les Américains sont en train de négocier avec les Chinois. Est-ce que vous pensez un instant que nous aurons une influence sur le commerce mondial et que nous pourrons refuser les normes qui auront été faites par d'autres sans nous?
Je ne sais pas. Il faut quand même se poser cette question. Donc ça, c'est mon deuxième caveat. Troisième chose, je ne crois pas qu'il faille parler uniquement de crime. Quand on discute avec des chefs d'entreprise, il y a un certain nombre d'entreprises françaises, donc des emplois en France. Je vais prendre par exemple l'exemple d'Alstom, qui fabrique les TGV, qui voudrait pouvoir accéder au marché public américain si on se met à construire des trains aux États-Unis. Voilà. Donc il y a des aspects négatifs, il y a des aspects qui peuvent être positifs. Donc moi je vous invite tous comme citoyens à avoir une attitude responsable et à ne pas refuser les choses de manière quelque peu outrancière.